So good afternoon, Bon everyone. après-midi à tous et à ceux et celles qui nous rejoignent sur d'autres fuseaux horaires. Aujourd'hui, donc, on a l'immense plaisir d'avoir la compagnie de Gretchen Donauer. Elle va nous parler du prix du travail des femmes, du travail domestique des femmes. Je suis Carolina et je vais être modératrice de cette discussion. Je travaille à l'Université de Johns Hopkins et je coordonne aussi le travail sur le dividende démographique à l'Institut Gates. Alors ça, ce sont nos panélistes aujourd'hui. Notre invitée spéciale, c'est Gretchen Donauer, qui est démographe. Elle travaille à l'Université de Californie à Berkeley. Elle a une grande expérience dans la recherche sur le dividende démographique et particulièrement sur les comptes de transferts nationaux. Et cette méthodologie-là, elle a introduit l'optique du genre, des questions de genre dans ce cadre. Et elle est aussi directrice du projet Counting Women's Work, dont on va entendre parler un peu plus aujourd'hui. En plus de Gretchen, le Dr. Jens Salas est microéconomiste à l'Université de Johns Hopkins. Il va aussi participer à cette discussion. C'est lui qui a amené l'interview avec Gretchen. Et enfin, on aura une session de discussion avec Dr. Christophe Roussatira, qui travaille aussi à l'Université de Johns Hopkins. Donc, sans plus attendre, on va écouter l'interview préenregistrée de Gretchen. Merci de nous joindre pour cette interview. Gretchen, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez commencé à travailler sur le dividende démographique? Bien sûr, et merci pour l'invitation. Alors, j'ai entendu parler pour la première fois du concept du dividende démographique et de cette analyse dans le cadre des travaux sur les comptes de transferts nationaux. Donc, ce projet est aujourd'hui un réseau de recherche mondiale avec des équipes dans plus de 60 pays. Et on essaye tous et toutes de comprendre la dimension de l'âge dans nos économies, c'est-à-dire comment on produit, consomme et partage les ressources selon l'âge. Et les comptes de transferts nationaux permettent de faire ça en donnant des estimations monétaires par groupe d'âge sur la quantité de production et la consommation des personnes. Et c'est lié au dividende démographique parce que le dividende démographique, c'est comment l'évolution de la pyramide des âges au fil du temps, au cours de la transition démographique, peut favoriser la production avant la consommation, donc la productivité au niveau de la population. Donc ça a longtemps été fait l'objet de discussions en termes de ratio de dépendance des personnes à charge, des personnes âgées ou des enfants. Donc on regardait les proportions des personnes qui appartiennent à un groupe d'âge ou à un autre et comment ces proportions peuvent évoluer dans le temps. Mais ce que nous permettent les comptes de transferts nationaux, c'est d'avoir une estimation monétaire, de quantifier l'impact favorable des changements démographiques sur la productivité. Donc ça nous donne une sorte d'estimation ponctuelle en unité monétaire du potentiel de réalisation du dividende démographique. Alors vous avez mentionné les comptes de transferts nationaux et je sais que vous avez beaucoup apporté pour amplifier et élargir ces travaux. Donc de quelle manière est-ce que vous vous êtes appuyé sur ces travaux et comment est-ce que ça vous a aidé, vous, à comprendre l'économie genrée? Oui, alors les comptes de transferts nationaux, cette méthode, quand elle a été conceptualisée pour la première fois par Ron Lee à l'Université de Berkeley et Andy Mason à l'Université de Hawaï, il y a quelques décennies, eh bien, leur idée initiale pour comprendre la dimension de l'âge des économies était de s'appuyer sur le cadre existant de la comptabilité nationale. Donc cette comptabilité nationale, elle nous donne des mesures comparables au niveau international, en termes de PIB, la consommation, les impôts, et de manière donc agrégée. Et les comptes de transferts nationaux ont en quelque sorte permis de désagréger ces indicateurs par âge. Donc utiliser ce cadre de comptabilité nationale comme base, ça signifie que ce qui ne figure pas dans la comptabilité nationale ne va pas non plus l'être dans les comptes de transferts nationaux. Donc, c'est une lacune importante, à vrai dire, et ça a depuis longtemps été une critique des comptes de transferts nationaux, et j'ai bien sûr pas été la première à le dire.
Mais le principal élément, en fait, qui est souvent oublié quand on mesure la productivité des personnes, c'est les soins, le travail non rémunéré. Et il s'agit là donc des soins directs dispensés gratuitement à des personnes, aussi les soins indirects par le biais des travaux ménagers, l'entretien du foyer, la gestion du ménage. Donc ce travail n'est pas inclus dans la comptabilité nationale et c'est une limite du système de la méthode des comptes de transfert nationaux. Donc on a commencé au sein de ce réseau à travailler sur un projet qui s'appelle Counting Women's Work, comptabiliser le travail des femmes pour ajouter les soins non rémunérés à cette méthode et pour comprendre la dimension de l'âge, bien sûr, de l'économie, mais aussi la place du travail domestique non rémunéré dans l'économie. Donc, ce qu'on a remarqué, donc, c'est qu'intégrer ce secteur, c'est aussi prendre en compte l'aspect genré, évidemment, de l'économie. Car quand on observe comment les gens passent leur temps de travail, les femmes de toutes les économies qu'on a étudiées, elles effectuent une plus grande part de travail domestique non rémunéré que les femmes. Donc forcément, les hommes aussi travaillent souvent sur le marché, alors ces indicateurs économiques comportent une dimension de genre essentiellement. Alors, vous avez dit que les soins non rémunérés, qui sont principalement effectués par les femmes, ont été exclus de la comptabilité nationale. Donc, comment est-ce que vous avez fait on dirait que vous avez dû faire beaucoup de travail et beaucoup de recherches pour intégrer cette dimension d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez essayé de trouver la meilleure manière de compter le travail des femmes ? Oui, alors beaucoup de gens, dès le début de la comptabilité nationale, a critiqué cela, a critiqué ce qui était omis de cette méthode-là, ce qui en était exclu. Et en réponse à cela, ils ont développé un concept qui s'appelle les comptes satellites. L'idée du compte satellite, c'est qu'on peut ajouter quelque chose au système existant. Donc, à travers des enquêtes sur l'emploi du temps, sur l'utilisation du temps, on a développé ces enquêtes pour savoir combien de temps les gens passent par exemple, à s'occuper des enfants, à s'occuper des personnes âgées, à cuisiner, faire le ménage, faire la lessive. Donc, l'idée ensuite, c'était d'évaluer ce temps en fonction d'un salaire imputé. Combien est-ce que je devrais payer quelqu'un pour qu'il fasse ce travail à ma place sur la base du marché si je ne faisais pas ce travail gratuitement. Donc ça, c'est la méthode de base de la production donc, de ces comptes satellites qui existent depuis bien longtemps, avant même que le projet Counting Women's Work existe. Mais ce que nous avons ajouté, c'est la perspective des comptes de transfert nationaux sur cette perspective du genre. Donc, on a cette méthodologie qui mesure la production, la consommation du travail domestique non rémunéré, mais on peut combiner ça avec les estimations de production et de consommation des comptes de transfert nationaux pour l'économie de marché. Donc voilà, comme je l'ai dit, il y a une méthodologie qui existe, qui repose sur le travail de grands experts qu'on appelle donc les comptes nationaux de transfert de temps et qui constitue la base de notre projet Counting Women's Work. On dirait en fait que vous essayez de marier deux domaines différents, non, de fusionner deux domaines dans le cadre donc des comptes de transfert nationaux. Et donc en examinant la désagrégation de l'âge dans la communauté. En fait, donc vous avez beaucoup parlé du travail, mais l'âge n'a pas été présenté ou introduit aussi bien que vous l'avez fait. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire si ça a été difficile de fusionner ces différents domaines et est-ce que les gens ont été réceptifs à l'idée de voir cette fusion des deux domaines, de ces deux différents... ces domaines qui étaient séparés avant. Oui, alors, le grand défi lié au travail domestique et à la méthodologie des comptes de transfert nationaux, c'est la disponibilité des données. D'abord parce que les enquêtes sur l'utilisation du temps sont beaucoup moins courantes que les enquêtes sur la main-d'œuvre, sur les dépenses ou sur les niveaux de vie. Donc, avoir les données sur comment les gens utilisent leur temps, c'est très difficile.
Et puis, le fait aussi qu'on essaie de comparer plusieurs pays, c'est un grand défi. Enfin, je veux dire, c'est vrai pour tout type de recherche comparative entre différents pays, mais particulièrement dans notre cas, les enquêtes sur l'utilisation du temps peuvent varier considérablement. Mais ces enquêtes sont de plus en plus standardisées dans certains aspects. Et les données sur l'utilisation du temps des gens, c'est quelque chose dont s'en parle l'ONU et d'autres acteurs dans la statistique nationale et internationale qui essaient de développer des modules d'enquête qui peuvent être insérés donc, dans d'autres enquêtes sur différents types de tâches. Donc ça, c'est un très bon signe, c'est très prometteur pour l'avenir parce que on va pouvoir travailler davantage sur les comptes nationaux de transfert de temps et ces enquêtes sont de plus en plus standardisées entre les pays. Quels sont les résultats clés de votre projet Counting Women's Work que vous dirigez pardon. Et puis, pour mesurer l'économie genrée en particulier. Bon, on n'a pas autant de pays qui comptent vraiment le travail des femmes que dans les comptes nationaux de transfert de temps que dans les comptes de transfert nationaux. Mais aujourd'hui, on a à peu près 25 pays qui ont des estimations complètes. Et dans tous les pays où on travaille, la principale constatation est qu'au niveau agrégé, les gens passent un temps énorme à ce travail non rémunéré. Dans 18 pays différents, par exemple, on a des indicateurs de ce travail au niveau agrégé qui nous disent que jusqu'à 60% du temps de travail total est consacré à des soins non rémunérés. Pour d'autres pays, c'est plus inférieur, c'est plus près de 30%, mais en moyenne, dans un grand nombre de pays très divers, environ 50% du temps de travail est consacré à des soins non rémunérés. Et ça inclut même pas des concepts comme la supervision, par exemple, où je suis pas forcément en train de prendre soin de quelqu'un activement, mais je suis responsable, disons, d'un jeune enfant, d'une personne âgée vulnérable. Donc c'est un énorme volume horaire, ça représente une part considérable de notre énergie productive au niveau de la population. Et penser que ça a été omis des statistiques internationales, bien, ça vous fait prendre conscience que c'est une énorme négligence de ne pas inclure, de ne pas comprendre les soins non rémunérés aux politiques nationales. Alors quand on valorise ça en termes de production avec un salaire de substitution, de remplacement, on obtient des estimations qui sont basées sur l'économie de marché, qui sont légèrement inférieures à celles basées sur le temps, mais qui varient quand même entre 20 et 30% ou 40% de la valeur du temps impayé par rapport au PIB. Donc le plus important, c'est de savoir c'est de se rendre compte que ce type de travail représente une grande portion de l'économie. La majeure partie de l'économie du care, comme on dit, n'est pas rémunérée. Y compris le secteur, y compris dans quelques pays qu'on a étudié, la part des soins non rémunérés est plus grande que celle des soins rémunérés, même dans les pays développés, dits développés, où on pourrait penser qu'il existe un vaste secteur rémunéré, un marché vraiment, où on a recours à des services de garde d'enfants, des soins pour les personnes âgées, mais les contributions non rémunérées occupent une part bien plus grande, même dans ces pays-là. Donc, alors, il y a quand même une grande variété de types de tâches non rémunérées qui sont effectuées par les femmes en comparaison aux femmes, et ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Donc, dans certains des pays où l'écart, les inégalités entre les sexes est plus important, par exemple au Sénégal ou en Afrique du Sud, pour n'en citer que deux, c'est environ 80% du travail non rémunéré est effectué par des femmes contre 20% pour les hommes. À l'autre bout du spectre, au Danemark, en Suède, aux États-Unis, les femmes effectuent environ 70% du travail domestique non rémunéré contre 30% pour les hommes. Donc l'écart est un peu moins grand, mais c'est tout de même une grande majorité de femmes qui font ce travail. Mais le fait qu'il existe de nombreuses variations entre les pays indique que ce n'est
pas un déterminant biologique, en aucun cas, la manière dont ce travail est partagé. Ça dépend vraiment de la façon dont chaque pays construit son système de soins, son économie, ses idées culturelles, ses idées, son cadre juridique, tout ça. Et donc ça nous dit qu'il est possible de changer certains aspects genrés de l'économie du care, qui ne sont pas profitables à l'ensemble de la population ou à certains sous-groupes de population. Et puis, un autre aspect qui distingue la façon dont est comptabilisé le travail domestique non rémunéré des femmes par rapport à d'autres recherches, c'est qu'on tient aussi compte de qui consomme ce temps. L'accent est vraiment mis sur qui produit ce temps, mais donc dans les comptes nationaux de transfert de temps, on peut savoir qui consomme le temps et comment ce temps est transféré entre les différentes tranches d'âge, entre la tranche d'âge productive et consommatrice. Donc on constate que ce sont les enfants qui sont les plus grands consommateurs de ce temps de soins non rémunérés, les personnes âgées aussi, et c'est un grand enjeu si on pense au vieillissement de la population. Mais ce qu'on a aussi observé, c'est que les personnes âgées sont incroyablement productives dans cette sphère. Elles prennent soin les uns les unes des autres, elles s'occupent de leurs conjoints handicapés, elles prennent également soin de leurs petits-enfants. Donc les personnes âgées ne se contentent pas de consommer, mais aussi de produire ce type de travail. Par contre, en ce qui concerne les enfants, c'est vraiment important de comprendre la dynamique du capital humain. Si on considère tout le temps d'attention qu'un enfant consomme au cours de sa première année de vie, 90% de la consommation d'un nourrisson est constituée de soins non rémunérés. Donc, si on compare leur consommation de biens et de services marchands, par exemple le logement, les vêtements, la nourriture, donc si on compare ça au temps que des adultes passent à s'occuper des enfants, eh bien, la valeur que ça représente, ce travail non rémunéré pour un salaire de garde d'enfant, si on le rapporte à ça, eh bien, ça représente 90% de toute la consommation du temps d'un enfant. Donc, quand on réfléchit à ce que les enfants consomment et comment est-ce qu'on investit dans les enfants, c'est très important de prendre ça en compte. Oui, c'est vraiment frappant d'apprendre que 90% de la consommation des jeunes enfants peut être attribuée aux soins qu'ils reçoivent de leurs parents, de leurs gardiens. Oui, et ça, c'est quand on valorise ce temps en termes de salaire de garde d'enfants, qui est très bas, en réalité, dans beaucoup de pays. Donc ça me surprend beaucoup, moi aussi. Et bien sûr, ce n'est que la première année de vie d'un enfant. Après, quand il grandit, ça change beaucoup. Mais pour cette première année de vie, les soins non rémunérés constituent la grande majorité de ce que les enfants consomment et de ce que nous investissons dans leur capital humain. Quelles sont, selon vous, les implications politiques de ces résultats ? Alors, l'un des principaux messages politiques qui se dégagent de notre travail, c'est que le travail du care, des soins, est souvent considéré comme un fardeau ou quelque chose qu'on a envie de distribuer équitablement entre les hommes et les femmes, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un investissement. C'est quelque chose qu'on veut partager de manière équitable en tant que société, mais c'est aussi l'un des moyens les plus importants d'investir dans la prochaine génération, dans la société future qu'on veut créer. Donc l'ampleur de ce travail est importante dans ce sens-là et je pense que notre projet le souligne très bien et peut aussi le prouver par des données. Et puis bien sûr, il y a aussi les raisons plus traditionnelles ou plus communes pour lesquelles on parle du travail domestique non rémunéré en politique, c'est que ça empêche les femmes d'entrer sur le marché du travail si elles ne sont pas en mesure d'ajuster ces responsabilités domestiques, soit en payant des prestataires sur le marché, soit en ayant des subventions de l'État pour couvrir ce coût de travail, ou en partageant ces tâches plus équitablement avec les hommes. Et qu'en est-il de l'investissement dans le capital humain des femmes ? Quelles sont les implications de votre recherche ? Oui, alors l'une des choses qu'on peut observer, qu'on peut envisager, c'est une sorte de spécialisation des énergies productives.
Donc quand on regarde à qui prend en charge les soins non rémunérés, qui fait ce travail, dans les limites du plus jeune âge qu'on peut mesurer dans ces enquêtes, on constate que ce sont les filles qui assurent une plus grande partie de ce travail spécialisés. Les garçons aussi font des travaux non rémunérés dans de nombreux contextes, mais les leurs sont davantage orientés vers le marché. Alors, les jeunes filles s'occuperont donc de leurs frères et sœurs, par exemple. Elles aideront leur mère à effectuer des tâches ménagères non rémunérées, alors qu'un garçon pourra aider à élever le bétail, à travailler dans un magasin, quelque chose comme ça. Donc ça, en fait, ça pousse donc le développement du capital humain des garçons et des filles dans des directions différentes. Et en fait, on a fait de grands progrès en égalisant, en rendant les investissements dans l'éducation des filles et des garçons plus équitables au niveau primaire. On a énormément avancé en termes de parité dans la scolarisation des filles et des garçons en primaire, mais c'est un peu moins le cas au niveau secondaire et dans l'enseignement supérieur. Mais cette manière genrée d'assigner différentes tâches de travaux non rémunérés aux filles et aux garçons, eh bien, on les pousse d'une certaine manière sur des trajectoires qui vont se déployer, s'exaucer tout au long de leur vie. Donc, je pense que c'est un domaine dans lequel on devrait avoir plus de recherche sur la manière dont le capital humain est façonné au-delà du milieu scolaire. J'y avais pas vraiment pensé comme ça. Euh, Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ces choses cachées, vous savez, qui deviennent en fait évidentes, qui deviennent visibles et évidentes quand on se rend compte qu'elles ont lieu dans plein de situations. Mais on n'a pas vraiment la possibilité de discuter de ces questions parce qu'en fait, on n'avait pas les données ou la possibilité de développer des modèles pour analyser les choses de manière plus intégrale. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont avancé sur ce sujet. À présent, j'aimerais vous demander qu'est-ce qu'on appelle le dividende du genre? Qu'est-ce qu'on entend par là? Et quelles sont, selon vous, les idées reçues les plus courantes sur ce sujet? Alors oui, il y a de nombreuses manières de voir le dividende du genre dans le monde, et puis dans le monde de la recherche en particulier, et comment il se relie au dividende démographique. Dans ce cadre-là, certains pensent que donc dans le cadre des changements qui entraînent une transition démographique, c'est-à-dire le passage d'une fécondité élevée, d'une mortalité élevée à une faible ou à une baisse de la fécondité et de la mortalité, ces transitions s'accompagnent aussi de choses comme l'amélioration de la scolarisation des filles, d'autres types de changements socio-économiques susceptibles d'entraîner une augmentation de la participation des femmes dans la vie active au fil du temps. Mais quand je parle du dividende démographique en termes de compte de transfert nationaux et comment comptabiliser le travail des femmes, on se réfère au temps dégagé, au temps libéré. C'est-à-dire quand vous avez moins d'enfants, et comme on le disait tout à l'heure, les enfants sont le principal consommateur de ce temps de travail domestique non rémunéré. Quand vous avez soudain la possibilité d'utiliser cette énergie productive à d'autres fins, vous pourriez, par exemple, élever vos enfants de manière plus intensive, en consacrant plus de temps, plus d'heures à chacun de vos enfants, si vous en avez moins. Et ça pourrait se traduire par des investissements plus rentables, au final, une meilleure productivité à terme pour ces enfants. Ou peut-être qu'à l'inverse, vous consacrez trop de temps par enfant et peut-être que ce n'est pas la manière la plus efficace d'utiliser vos ressources temporelles. Alors, comment est-ce que vous utiliseriez ce temps autrement? Bien, dans certains contextes où les femmes n'ont pas beaucoup de temps pour elles, elles ont beaucoup moins de temps pour prendre soin d'elles, pour avoir des loisirs qui contribuent à leur bien-être. Eh bien, ce temps qui s'est dégagé du fait d'avoir moins d'enfants à charge pourrait contribuer à atténuer ce manque de temps, à améliorer leur bien-être.
Et la troisième option, c'est que le temps libéré pourrait être consacré au marché du travail, pourrait améliorer la participation des femmes sur le marché du travail, améliorer leur accès à des revenus, à de l'argent, à avoir de l'argent, un salaire, ce qui peut apporter toutes sortes d'autres avantages sociaux, enfin de bénéfices sociaux et de bien-être pour les femmes. Maintenant, évidemment, ça dépend de la disponibilité de bons emplois. C'est donc pas vraiment une amélioration pour votre bien-être si vous passez d'un travail de soins non rémunéré à un travail très mal rémunéré et très précaire. Donc, pour réaliser ce dividende du genre, pour les femmes, il faut notamment mettre l'accent sur la qualité de l'emploi. Et puis, on peut aussi passer à côté de ce dividende social pour les femmes si on libère du temps pour les femmes, mais qu'on n'a pas les leviers culturels pour que les femmes aient un bon emploi sur le marché du travail. Je pense qu'il y a plusieurs pays, en réalité, où au fil du temps, on a vu le revenu par habitant augmenter, on a vu une croissance économique, mais on assiste en réalité à une baisse de la participation des femmes sur le marché du travail. Et ça peut s'expliquer donc par la qualité des emplois disponibles, parce que peut-être que si l'économie s'enrichit, les femmes ne sont pas obligées d'accepter des emplois précaires en réalité. Et peut-être qu'il y a aussi des ménages qui préfèrent prendre soin de leur foyer, de leur famille, plutôt que de s'investir dans le marché du travail. Et puis ça peut être aussi bien sûr une préférence culturelle qui ne sert pas toutes les femmes. Peut-être qu'il y a cette préférence culturelle selon laquelle dès qu'on sera plus riche, on va utiliser nos richesses pour racheter en quelque sorte les femmes, les sortir de la population active. Et donc peut-être qu'il s'agit de réaliser la préférence de quelqu'un au détriment de quelqu'un d'autre. Donc pour avoir ces grandes conversations culturelles sur... vous savez, on vient d'un contexte où il était totalement inacceptable culturellement pour les femmes de travailler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que les choses ont changé ? Est-ce qu'il y a des lois, des outils juridiques qui permettent de rendre les lieux de travail plus accueillants pour les femmes ? Est-ce qu'il y a d'autres investissements structurels, par exemple des transports, d'autres services publics qui rendent plus factible, plus désirable aussi l'entrée sur le marché du travail pour les femmes? Et puis, est-ce qu'il y a aussi un soutien public aux prestataires de soins rémunérés, pour les services de garde d'enfants qui soient subventionnés, etc. Donc, en quelque sorte, est-ce qu'il y a un contexte qui permet de concilier les tâches domestiques rémunérées et non rémunérées? La plupart des gens reconnaissent aujourd'hui que le dividende démographique n'est pas automatique. Diriez-vous que c'est la même chose pour le dividende de genre? Oui, absolument. Le potentiel d'un dividende de genre, tout comme le potentiel d'un dividende démographique, c'est quelque chose qu'on peut voir dans les données, qu'on peut projeter, mais ça dépend évidemment de beaucoup de facteurs de dynamique. Donc en ce qui concerne le dividende démographique, on insiste sur le fait qu'il s'agit d'une augmentation de la productivité, mais ensuite il faut pouvoir déployer cette productivité de manière utile. Et plus vous pouvez faire ça efficacement, avec efficience, plus vous améliorerez votre croissance au final. Donc de la même manière, le dividende de genre, ce dividende social-là, on peut déplacer les capacités productives vers d'autres domaines susceptibles d'améliorer la productivité globale. Mais si vous n'avez pas aussi mis en place des politiques qui offrent un plus grand choix aux femmes et aux familles, qui rendent les lieux de travail plus ouverts aux femmes, eh bien, vous ne récolterez pas de dividendes aussi élevés que prévu ou que vous aimeriez. Ou alors, vous risquez même d'obtenir le contraire d'un dividende de genre. Vous pourriez réduire, en quelque sorte, le déploiement des capacités productives des femmes sur le marché, comme on l'a déjà vu dans certains cas. Donc, c'est une question de potentiel, exactement comme le dividende démographique.
Mais le type de politiques qui sont nécessaires sont aussi clairs, en réalité. Quel type d'information serait utile si on veut en savoir plus sur le dividende de genre quelle référence, quelle formation, puis quelles compétences? Oui, alors, il fait aucun doute que ça va au-delà de l'économie, ça va bien au-delà de la démographie. Je pense que les meilleures pratiques dans toutes les sciences sociales consistent aujourd'hui à élargir nos cadres de référence, notre compréhension de comment analyser les situations. Euh, et dans la sphère politique, pour moi, le principal moyen de faire progresser la recherche, notre compréhension et le bien-être des gens en accumulant ces connaissances, c'est d'avoir des conversations. Parfois dans des contextes différents. Parce que, bon, parfois parler de ce qui concerne le travail domestique peut ressembler à une forme d'intrusion dans la sphère privée, dans l'intime, et ça peut être très malvenu. Donc pour avoir ces conversations à différents niveaux, avec respect et avec un véritable souci d'améliorer le bien-être et l'épanouissement des hommes et des femmes par opposition à des objectifs très réducteurs. Par exemple, tout ce qui nous intéresse, ce serait la croissance du PIB par habitant, etc., voire même rationaliser l'utilisation du temps. L'idée, je pense que c'est important d'aller au-delà de ces objectifs assez restreints et réducteurs pour que les gens comprennent vraiment comment est-ce que ça peut avoir un impact sur leur vie, sur leur avenir. Ça, c'est une compétence que j'essaye d'avoir, d'acquérir moi-même, parfois sans succès, mais avec succès ou sans succès, ça dépend, mais c'est un aspect fascinant de ce travail. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de participer à cette conversation et puis de nous aider à comprendre quels travaux si intéressants vous et vos collègues vous êtes en train de diriger pour rendre plus visible l'économie genrée et encourager le dialogue, le débat sur l'équité et l'égalité entre les personnes. Merci Gretchen pour cette conversation qui était très intéressante. Et nous allons procéder maintenant à une discussion avec Chris. Merci Caroline, merci à tous d'être ici aujourd'hui. Et puis pour cette présentation Gretchen qui était passionnante. J'ai préparé quelques diapositives qui reflètent un peu notre réflexion sur plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Et puis ensuite, j'aimerais vous poser, Gretchen, quelques questions sur deux pays en particulier. Alors, comme c'est souligné ici, clairement, les populations sont en transition, comme vous le voyez tous et toutes. Sur cette carte que vous voyez là, vous pouvez voir que les pays en vert et en vert clair, ce sont principalement en Afrique, des pays qui sont en Afrique principalement, et ce sont aussi des pays qui sont classés comme pré-dividendes. Et dans ces pays-là, c'est des pays très jeunes et la population, on s'attend à ce qu'il y ait une très forte croissance démographique. Et donc, dans les pays, en fait, donc je me suis trompée dans les couleurs, pardon, mais donc, dans les pays en fait qui sont en vert, ce sont les pays où le taux de natalité et de fécondité est de 4 enfants par femme ou plus. Donc, dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, on voit une grande proportion de jeunes populations. Donc ça, c'est une carte qui date de 2015.
Bon, maintenant, on va se focaliser sur les 2 pays qu'on a inclus dans ce travail. On a travaillé sur 18 pays, à vrai dire, mais pour cette présentation, pardon, en Afrique subsaharienne, on s'est simplement focalisé sur le Sénégal et le Ghana. Ici, vous pouvez voir la pyramide des âges pour que vous ayez une idée de la population dans chacun de ces pays. Et comme vous pouvez le voir, le Sénégal a une très large base. Bon, en comparaison au Ghana, l'indice de fécondité totale est encore plus gros au Ghana qu'au Sénégal. Donc, au-delà de 4 enfants par femme. Mais on observe c'est les premiers signes d'un déclin d'une baisse de la fécondité. Mais bon, comme vous pouvez le voir, donc en fait, dans ces 2 pays, il y a clairement une opportunité d'un dividende démographique, puisqu'il y a des premiers signes de baisse de la fécondité. Donc, on aimerait par contre parler un peu plus des schémas, des tendances. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au Sénégal et au Ghana, le travail sur le marché, donc dans le secteur formel, est assez élevé. Enfin, ça a augmenté. Et Gretchen, on aimerait beaucoup en savoir plus. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont impliqués dans ces dynamiques? Est-ce qu'il s'agit de culture? Est-ce qu'il s'agit de changement culturel? Est-ce qu'il s'agit d'un plus grand accès à l'emploi? Est-ce que ce sont des dynamiques d'éducation, de capital humain? Gretchen, on aimerait beaucoup connaître ton point de vue là-dessus. Si tu pourrais nous éclairer sur ces dynamiques-là. Et je vais probablement vous laisser répondre à ces 2 questions d'abord, avant que je vous pose une autre question que j'ai en tête. Merci d'abord pour ces 2 questions et puis pour tes réflexions aussi sur la situation en Afrique subsaharienne. Donc, très clairement, ces deux graphiques contrastent par différentes choses. Donc, le premier à gauche, c'est donc le travail hommes et femmes combinés et il y a beaucoup de différences dans la manière dont les enquêtes sur l'utilisation du temps mesurent le travail non rémunéré. Mais la raison pour laquelle il y a moins de travailleurs non rémunérés, c'est parce que dans les pays qui sont dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, on essaye aussi d'inclure pas simplement le travail formel que vous voyez ici en bleu, mais aussi s'il y a quelqu'un dans une famille, par exemple, qui travaille à la ferme ou au travail familial, par exemple, on les inclut aussi dans le bleu, en fait, parce que alors que dans les pays qui ont une économie beaucoup plus informelle, ce serait différent. C'est pour ça que, en fait, au Sénégal, au Ghana, il y a beaucoup de travail informel dans ces pays-là. C'est pour ça qu'ils sont inclus ici. Mais au Sénégal et au Ghana, ils sont aussi à des stades différents en termes de spécialisation et de fossé, enfin d'inégalité entre hommes-femmes. Ça, c'est ce que vous voyez dans le graphique de droite. Et dans mon expérience, ça dépend beaucoup des parcours, des trajectoires de chaque pays. Ils organisent leur système de santé, par exemple, de manière très différente. Donc, ça ne peut pas vraiment être divisé entre... La différence n'est pas entre pays développés ou non. Par exemple, dans les pays comme en Allemagne, en France, etc., il y a d'autres idées culturelles sur le rôle des femmes dans l'économie.
Mais vous pouvez aussi trouver des énormes inégalités hommes-femmes dans ces pays-là aussi. Euh, Alors que vous pourrez trouver des grandes différences encore plus importantes entre des pays comme le Sénégal et le Ghana, sur ces thèmes-là en particulier. Donc, quand on structure notre projet, le projet pour comptabiliser le travail des femmes, on a travaillé avec des équipes de recherche qui se trouvent localement au Sénégal, au Ghana, qui travaillent avec moi depuis des années maintenant. Et ces personnes en connaissent beaucoup plus sur les raisons de pourquoi est-ce qu'on voit ces dynamiques-là, parce qu'elles sont sur le terrain. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités dans les pays où on a ces énormes inégalités entre hommes-femmes ou ces différences, de les mettre en lumière et d'avoir des discussions, des conversations pour savoir si est-ce que on veut continuer à soutenir ça, est-ce que le système nous sert vraiment euh, en termes de bien-être. Est-ce que tout le monde... je ne sais pas si ma question fait sens vraiment, peut-être, mais bon, oui, c'est parfait. Et ça m'amène à une autre question que quand je réfléchissais sur ces résultats, par exemple, quand vous regardez en Afrique du Sud, et si vous regardez les données du Ghana et du Sénégal, peut-être, Caroline, est-ce que tu peux remettre la diapositive précédente pour que les gens voient? Quand on regarde l'Afrique du Sud et le Sénégal, ces deux pays, on sait qu'ils en sont à des stades économiques différents. Mais quand on regarde l'indice de fécondité, on voit qu'en Afrique du Sud, on en est à 2,6 enfants par femme, alors qu'au Sénégal, on a un taux de fécondité de 4,4 enfants par femme. Mais si vous regardez la part du travail formel, il y a et les différences entre les femmes et les hommes, on dirait qu'ils sont assez similaires sur ce point-là. Donc, est-ce que vous pourriez élaborer, étant donné qu'ils en sont à des stades économiques différents? Alors que si vous voyez, voilà, le Sénégal et l'Afrique du Sud, ils n'en sont pas du tout au même moment dans leur développement, leur croissance économique, mais pourtant, on voit une réalité sociale de la répartition du travail assez similaire. Comment est-ce que pour moi, ça m'intéresse beaucoup personnellement, donc j'aimerais beaucoup connaître votre point de vue là-dessus. Alors, en partie, la situation en Afrique du Sud et en quelque sorte en Sénégal aussi, un peu moins, mais ça a beaucoup à voir avec le travail saisonnier en Afrique du Sud. Beaucoup de maris, de pères en Afrique du Sud quittent leur ménage pour des longues périodes pour aller travailler ailleurs. Dans le cas d'emplois saisonniers, et les femmes, les mères restent à la maison. Et donc, comme elles restent à la maison, elles font beaucoup de ce travail non rémunéré. Et donc, ça influence les résultats qu'on voit ici, ce travail saisonnier, l'absence de revenus aussi. Donc, ça, c'est un peu un effet secondaire, entre guillemets, et beaucoup de ça à voir aussi avec des idées culturelles sur qui est supposé faire quoi, alors qu'au Sénégal et dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest francophone, on voit énormément le rôle des femmes qui maintient en fait le tissu social de la famille. Donc, les femmes doivent s'occuper beaucoup de gens reliés. En fait, elles font beaucoup de networking, entre guillemets. Elles travaillent beaucoup dans la communauté pour maintenir le statut social de leur famille. Et ça, c'est du travail, en fait, qui n'est pas rémunéré. Mais la société prescrit vraiment ce travail comme de la sphère de la femme. Donc, c'est une pratique, en fait, qui est culturelle dans cette région du monde, mais et certaines femmes, en fait, repoussent un peu ces idées, l'idée que ça leur incombe à elles, ou
ou que cette partie de leur travail doit être faite avec autant d'intensité. Peut-être qu'elles aimeraient dédier moins d'heures à ça pour avoir plus de temps pour faire autre chose. Donc, certainement, dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, le projet Counting Women's Work a commencé à avoir des conversations là-dessus. On a essayé de parler avec des femmes, avec plusieurs organisations qui travaillent sur les femmes en Afrique. Aussi dans l'espace politique, on a eu des conversations. Mais notre approche, c'est plutôt de partager nos leçons, notre recherche, plutôt que d'imposer ce qui doit être fait. C'est ce qu'on essaie de faire avec le travail comptabilisé, Counting Women's Work. Avec l'organisation Population Reference Bureau, on travaille beaucoup dans les régions sur ces questions-là. J'ai une autre question maintenant. En fait, en fait, pour les personnes qui travaillent dans la planification familiale, vous savez, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. De plus en plus de monde utilise la contraception dans différents pays. Et ça a eu un impact sur la baisse de la fécondité. Bon, mais en fait, là, j'étais en train de penser qu'on dirait pas que la baisse de la fécondité, est-ce que ça joue vraiment un rôle sur réduire ce fossé entre les hommes et les femmes? Est-ce que ça, dans la sphère du travail, est-ce que ça prouve quelque chose ou pas? Donc, pour vous, comment est-ce que les personnes qui travaillent dans la planification familiale, comment est-ce qu'ils peuvent adapter leur stratégie pour promouvoir l'utilisation de la contraception, pour s'assurer que les personnes peuvent aussi contribuer plus à l'économie? Alors, augmenter la conscience, en fait, la prise de conscience sur les stratégies de comment construire sa famille, quel est le cycle de vie d'une famille, ça contribue aussi à ces énergies productives. Les gens comprennent que quand ils ont moins d'enfants, il y a plus de potentiel de réaliser une autre manière de déployer leurs énergies productives dans le monde ou d'utiliser leurs compétences de manière différente. Donc, comme je le disais dans l'interview que vous avez pu écouter tout à l'heure, c'est important qu'avec des stratégies de dividendes démographiques, c'est important de travailler aussi sur des stratégies de genre pour répondre à toute idée préconçue ou limitation légale ou manque d'investissement qui empêche les femmes d'entrer sur le marché du travail. Et ça a été bien sûr une critique depuis très longtemps dans l'espace, chez la communauté qui travaille sur le dividende démographique, mais les politiques, il ne suffit pas simplement d'investir, d'avoir des politiques d'investissement pour renforcer la main-d'œuvre de demain. Ce n'est pas simplement un investissement qu'on va forcément avoir les dividendes qu'on aimerait voir. Peut-être que le résultat, ça va être qu'il y a moins de femmes qui travaillent, qui s'impliquent dans la vie active. Donc, si vous réfléchissez au fait que vous pouvez avoir une croissance économique dans le contexte d'une continuité, de perpétuer des idées négatives sur les femmes, par exemple, que si les femmes sont mal vues parce qu'elles sont mères et travaillent, ont un travail formel sur le marché du travail, si ça continue à être mal perçu, donc, vous voyez, donc c'est important de se focaliser sur le potentiel, qu'il y a un potentiel d'une nouvelle phase de vie et particulièrement dans les endroits où les gens ont des idées très fixes sur le rôle de la femme,
vous pourriez passer à côté de cette capacité productive à cause de ces perceptions culturelles sur comment les femmes devraient passer, qu'est-ce qu'elles devraient faire, comment elles devraient occuper leur temps. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais pour vous et je vous rends la parole, Caroline. Merci, Chris et Gretchen. C'était une discussion très intéressante. Et on va maintenant répondre aux questions du public. Vous pouvez écrire votre question dans le chat. Et moi, je pourrais en français la traduire à l'anglais si vous avez besoin. Alors, on a d'abord une question. Est-ce que vous voyez alors, si les pays ont du travail plus équitable, alors, je n'ai pas lu la question, mais c'est une très bonne question. Merci beaucoup et je vais y répondre. Ça sera peut-être l'objet de notre prochaine étude de recherche parce que ce n'est pas vraiment un sujet sur lequel je me suis pensée. Bon, c'est une question empirique, bien sûr, mais où est-ce que les femmes ont été, dans quel domaine est-ce qu'elles ont déployé leur capacité productive plus équitablement entre le travail rémunéré et non rémunéré? Est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on voit ça sur tout au long de leur vie? Est-ce que ça bénéficie à une certaine... Est-ce qu'il y a un bénéfice à cette diversification du travail? C'est clairement... il y a un potentiel. Les données pour vraiment voir ça, ça va être le grand problème parce que on n'a pas beaucoup de données longitudinales pour répondre à cette question. De manière générale, sur l'idée d'un deuxième dividende démographique, il y a les gens ont beaucoup d'idées différentes sur ce que ça veut dire en réalité. Donc, en tout cas, l'idée des comptes de transfert nationaux, c'est que au fur et à mesure que vous vieillissez, vous avez le potentiel d'avoir plus d'économies qui peuvent être utilisées pour rendre votre capital physique plus productif, par exemple. Donc, même si vous avez moins de travailleurs, vous pouvez quand même, vous avez déjà investi dans un capital physique. Donc, il y a bien sûr un deuxième dividende de genre qui potentiellement pourrait être que si les femmes ont pu investir plus dans leur propre capital, au-delà de leur travail non rémunéré. Bon, c'est une question très intéressante pour nous, à laquelle on devrait tous réfléchir. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, mais je vois un commentaire de Amy qui est là et qui vous dit merci pour cette discussion très intéressante. Il est 1h57, on a le temps pour une question de plus si vous en avez une dans le public. Sinon, moi j'ai une question en fait, Gretchen. Je crois qu'on en a déjà parlé brièvement, mais je crois que l'Inde ne fait pas partie de votre échantillon. Mais je crois que l'Inde observe donc est en transition très intéressante en termes de participation des femmes dans le travail. Il y a un déclin alors que l'économie est en plein essor. Donc, j'aimerais bien, et vous en avez un peu parlé dans votre présentation, dans votre interview, mais est-ce que, donc, peut-être que dans certaines sociétés, c'est moins accepté que les femmes fassent partie du marché. Oui, on a l'Inde en fait dans nos données, mais elle date de 1989, donc elle date assez. Par contre, on a des données qui sont en train de venir sur une enquête de 2019, donc on va bientôt avoir des données un peu plus actualisées.
Mais il y a des pays, et l'Inde, c'est le plus grand exemple de ça, mais il y a des pays où on a vu que même si l'économie, il y a eu un essor, une croissance économique, les femmes, peu à peu, se sont retirées du marché du travail. Et une des raisons, c'est que pour ça, c'est que il y a de manière générale une préférence sociale pour que les femmes se focalisent sur les tâches domestiques plutôt que travailler sur le marché du travail. Et même si, donc voilà, si c'est la société qui dicte un peu cette préférence-là, on ne sait pas si c'est les femmes vraiment qui pensent la même chose aussi ou si c'est la société qui dicte ça. Mais il y a aussi la question de il y a une question de qualité de l'emploi aussi, parce que si le travail auquel les femmes ont accès est très bien payé, etc., peut-être que ça changerait la donne aussi. Alors, mais là, on observe que ce sont des travaux temporaires, précaires, euh, c'est des travaux de rue, par exemple. Donc, ce sont des travaux très difficiles. Et si votre époux peut faire beaucoup plus d'argent et c'est peut-être suffisant pour votre ménage, la préférence de votre ménage sera peut-être que finalement, disons, la question va se poser pourquoi prendre ce travail qui vous apporte pas vraiment quelque chose. Donc, il y a un peu deux volets. Il y a la qualité de l'emploi et la préférence sociale. Mais je pense qu'il y a à l'heure actuelle en Inde des conversations sur ces sujets-là qui sont très importantes, passionnantes. Et ce qu'on peut voir, c'est que enfin, la façon dont ça va évoluer, on ne sait pas vraiment. Mais il y a aussi des questions structurelles, à vrai dire. Euh, c'est important de rendre le marché du travail plus accessible aux femmes. Ça veut dire que les femmes doivent se sentir plus en sécurité dans les transports, avoir plus d'opportunités euh, pour élargir leur recherche de travail au-delà de leur foyer, etc. Donc, il y a beaucoup de contextes différents en Inde, mais de manière générale, l'idée, mais ce sujet-là, en tout cas, ce qui est très clair, ce qui ressort de tout ça, c'est que le travail des femmes non rémunérées, ça représente une part tellement grande de l'économie que les responsables politiques doivent vraiment se focaliser là-dessus. J'ai vu qu'il y a une question de plus, comme on a commencé avec un peu de retard. Alors, la question de Kimberly, c'est dans quelle mesure l'augmentation du travail des femmes sur le marché du travail, donc en Afrique subsaharienne, a permis aussi à réduire le coût de garde d'enfants pour les femmes. Et est-ce que ça leur a permis de participer à la main-d'œuvre? Alors moi, j'ai vu des études très intéressantes sur comment est-ce que rendre à des taux très subventionnés le coût de la garde d'enfants. Comment est-ce que ça... Donc, ces programmes ont été utilisés pour démontrer que les familles en Afrique subsaharienne sont ouvertes à utiliser des nourrices, par exemple, des prestataires de garde d'enfants payés. Mais il y a une idée courante, en fait. En fait, il y a ce préjugé que pour la plupart des familles, c'est complètement inacceptable en Afrique, que ça ne marcherait jamais. Mais certains de ces projets essayaient de démontrer que ce n'était pas forcément vrai, que s'il y a des bonnes options qui sont à un prix accessible, beaucoup de familles sont prêtes à prendre à en bénéficier. Et je pense que ces programmes ont connu un certain succès et ont permis de démontrer que voilà, les gens sont prêts à avoir accès à ces ressources, d'accéder à ces ressources. Et plus les familles en Afrique subsaharienne pourront allouer, distribuer leurs responsabilités domestiques et équilibrer un peu tout ça, on voit qu'il y a un intérêt pour équilibrer cette dynamique-là. Donc, si cette économie du care continue d'augmenter avec l'aide des subventions gouvernementales, ça peut aussi s'implanter dans des
et se développer potentiellement et contribuer au développement de l'économie et la capacité des femmes à accéder au marché du travail. On arrive à la fin de cette discussion. Merci à toutes celles et ceux qui ont pu se joindre à nous. Merci Gretchen, merci Chris et Yann. On va publier l'enregistrement de cette session et merci à tous encore une fois.